Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'agent de développement de l'Association de fibromyalgie Chaudière-Appalaches, Émilie Brousseau. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour. Émilie, la fibromyalgie. Oui. Je sais que... Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie? Oui, c'est une Bon, maladie. alors, Oui. explique-moi, c'est quoi la fibromyalgie? Qu'est-ce que c'est? Bien, la fibromyalgie, c'est un syndrome qui est caractérisé par beaucoup de douleurs. Puis c'est des douleurs diffuses. C'est une maladie aussi qui est difficile à diagnostiquer. Puis elle est souvent accompagnée de beaucoup de douleurs, mais de difficultés de sommeil, de fatigue chronique et de troubles de l'humeur. Donc, c'est une maladie où ce qu'on remarque en premier, c'est les douleurs chroniques qui sont très, très omniprésentes, mais il y a beaucoup d'autres choses qui accompagnent ça, comme justement, je disais, les perturbations de sommeil, la douleur, la fatigue chronique, et des troubles de l'humeur. Mais quand tu parles de douleur corporelle, oui. Est-ce que ça peut être n'importe où sur le corps? Oui, si je ne me trompe pas, ça peut être à la grandeur du corps. Puis ce qui est difficile aussi avec la fibromyalgie, c'est que c'est dur à diagnostiquer. Ça ne paraîtra pas nécessairement dans les prises de sang ni dans les radiographies. Ouais. Donc, c'est tout un processus là, pour avoir le diagnostic de cette maladie-là. Ouais. Bon. C'est comme le virus qu'on a actuellement et c'est une maladie traître. Oui, on peut dire ça. Ouais, oui, OK. Oui, oui. Et cette maladie-là, là, j'ose pas trop utiliser ce verbe-là. Je t'ai pas dire s'adresse à qui, non, mais qui c'est qui peut être victime de cette maladie-là? La clientèle ciblée, mais c'est un peu tout le monde. Ça peut être autant adulte, aîné qu'enfant, homme, femme. Il n'y a pas de discrimination? Non, absolument pas. Ça peut atteindre n'importe qui, là. Ouais. Ça peut ressortir à la suite d'un choc ou d'un accident ou d'un accouchement ou des choses comme ça. Mais pour ce qui est de la catégorie des gens qui sont atteints, ça peut être autant hommes, femmes, aînés, enfants. Là. Ouais. OK. Ouais. Bon. Tu m'as dit que tu avais une statistique qui démontrait que c'était une maladie qui n'est pas à négliger et importante. Ouais. Au Canada, c'est quoi le pourcentage? De 2 à 3,3 % de la population canadienne qui vont être atteints, diagnostiqués de fibromyalgie. À 3 là, ça commence à être... quand même important. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Non, effectivement, il faut prendre ça très au sérieux. C'est une maladie qui est quand même très présente, oui. Oui. Et toi, tu es agent de développement pour le secteur Chaudière-Appalaches. La région de Thetford. Ben, pour la région de Thetford, mais tu relèves du bureau qui est à, tu m'as dit, Sainte-Marie-de-Beauce. Oui, exactement, le bureau chef. Vous desservez, j'imagine, quand on dit Chaudière-Appalaches, c'est de Montmagny jusqu'à Garde-Bay-Beaulac en passant par Lévis et la Beauce. Là. Oui, exactement. Okay. Ouais. Alors toi, tu es rattaché à Appalaches. Oui, à Thetford. Alors, la région MRC. de Thetford. Oui, exactement, à MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches. Oui. Et est-ce que tu es en mesure de dire si dans la région, malheureusement, on rencontre le pourcentage canadien de 2 à 3 Bien, je n'ai pas les chiffres exacts, puis je ne m'avancerai pas non plus en inventant des statistiques, mais je sais, j'ai rencontré une infirmière qui travaille ici à l'hôpital au CIRA, qui m'a confirmé qu'il y avait une bonne clientèle atteinte de la fibromyalgie qui était suivie à l'hôpital de Thetford. Donc, je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est quand même très présent dans la région, effectivement. Alors, l'association que tu représentes offre quelle sorte de service à ces gens-là qui sont atteints de cette maudite maladie? Oui. En fait, on offre beaucoup d'informations. Un des grands buts de l'association, c'est de briser l'isolement. Donc, de permettre aux gens de se rencontrer puis de s'informer à propos de leur maladie puis de découvrir plein de choses qui vont leur faciliter le quotidien, dans le fond. Fait qu'on offre des ateliers, des conférences, des groupes de discussion. On veut briser l'isolement, on veut offrir des outils aux gens qui sont atteints. Puis, une autre section, dans le fond, de notre mission, c'est de faire connaître et reconnaître la fibromyalgie, que ce soit, comme la semaine passée, j'ai fait la tournée des cliniques médicales, des pharmacies pour laisser des dépliants, que les pharmaciens soient au courant qu'on est là, qu'on existe, puis que c'est parce qu'on se doute quand même que les gens qui ont de la fibro consultent leur pharmacien, leur médecin à l'occasion. Donc, c'est vraiment de faire connaître la maladie, les impacts qu'elle peut avoir dans la vie des gens qui sont atteints. Donc, on a un volet de faire connaître la maladie, puis on a un volet d'offrir beaucoup de conférences, d'ateliers, d'outils à nos membres et aux gens qui sont intéressés par la maladie, là, qui ont un proche qui est atteint, des choses comme ça. Là, je vais te poser une question d'1 million. Oui. Est-ce qu'on peut guérir de la fibromyalgie
ou si c'est une maladie un peu comme le diabète, t'es diabétique, point à la ligne, faut que tu fasses attention, faut que tu... Bien, je ne m'avancerai pas, je n'ai pas la réponse exacte, mais de ce que je connais de la maladie, c'est une maladie chronique qui va être présente toute la vie de la personne. Bon. Ouais. Au moment où on reçoit le diagnostic, on apprend à vivre vraiment avec la maladie. C'est sûr que les gens peuvent être suivis avec leur médecin, évidemment, puis ils vont avoir soit un régime de vie sain qui va les aider à parcourir leur vie comme en étant atteint de fibro, mais c'est pas une maladie qui s'en va avec le temps. Est-ce qu'il y a une médication aussi qui permet d'atténuer, tu parlais des douleurs corporelles? Oui. Oui, il y a diverses façons au niveau de la pharmacologie là, de diminuer les symptômes, mais un régime de vie sain, là, de l'exercice, une bonne alimentation, la gestion du stress, c'est toutes des choses que nous, on offre justement des ateliers sur ces sujets-là pour que les gens soient au courant que ça peut vraiment faire partie de leur plan de traitement, quasiment autant que la médication, en fait, en fibromyalgie, là, ouais. Mais c'est pas juste en fibromyalgie. Je peux te dire qu'au niveau du diabète, c'est la même chose. Exactement. Puis en fait, ça pourrait faire... Ça rend service à tout le monde. À tout le monde, oui, effectivement. C'est juste que les gens en fibro qui vivent avec des douleurs chroniques n'ont pas nécessairement l'envie de faire des exercices, de faire de l'activité physique, mais c'est vraiment prouvé que ça améliore beaucoup. Ça ne doit pas toujours être agréable, là, quand tu souffres, puis tu as parlé même que tu as un manque de sommeil, d'une chronique, fatigue. Oui. Fait que tout ça, là, c'est de mettre en place un régime de vie sain. C'est un gros travail, mais après ça, les gens, je pense qu'ils recommencent vraiment à en voir les bénéfices. Oui, à sentir les bienfaits de ça. Oui. Tu mentionnais justement que l'association avait pour but, d'informer tout ça, puis d'accompagner et de briser l'isolement. Oui. Là, on est... Tu me vois venir avec mes gros sabots, là. On est dans une période de pandémie, une période... Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien, on se renouvelle, on se réinvente, si on veut. Comme on dit, oui, c'est ça. Fait qu'on offre... présentement, il y a des cours de méditation guidée, des choses comme ça qui s'offrent sur le web. Puis à ce moment-là, si on peut en retirer un avantage de la pandémie, c'est que là, c'est offert par le web, donc sur Zoom en majeure partie du temps. Fait que toutes Chaudière-Appalaches ont accès, en fait, que ce soit quelqu'un de Montmagny, de Têtefer, de Sainte-Marie. Bon, les activités qui sont offertes par l'association sont accessibles vraiment facilement à tout le monde. Fait que présentement, c'est ça, c'est là-dessus qu'on s'investit, donc de vraiment penser à offrir des choses, des ateliers, des conférences avec des sujets ciblés qui vont aider les gens atteints de fibromyalgie. Et on offre ça sur le web. Fait que oui, on atteint moins l'aspect de briser l'isolement parce que les gens sont derrière leurs écrans, mais quand même, des fois, quelqu'un va poser une question qu'une autre personne atteinte se pose la même question, puis là, se rend compte, crime. Il n'y a pas juste moi qui me questionne par rapport à ça. Donc, ça offre une autre manière de briser l'isolement. C'est peut-être un peu moins efficace, un peu moins chaleureux, mais en fait, au moins, on atteint l'objectif qui est de renseigner puis d'offrir des outils aux gens par les conférences, les ateliers sur le web. On est vraiment là-dedans. Là. On met quelque chose sur pied là, pour peut-être faire un bout comme ça parce que malheureusement, on ne sait pas jusqu'à quand on est dans la pandémie. Là, fait qu'on est en train de s'organiser tranquillement à offrir des choses vraiment intéressantes là, à nos membres. Tu disais que toi, comme agente de développement, tu as actuellement à travailler au rétablissement des bases de l'association dans la région. Oui. Encore là, avec la pandémie, ça ne doit pas te donner beaucoup de chance. Non. Est-ce que ça veut dire ça que l'association actuellement dans la région est plus ou moins présente? Absolument, oui. C'est une des raisons pourquoi j'ai été embauchée. Là. On avait eu... dans les années précédentes, il y avait des bénévoles là, qui étaient bien impliqués, puis il y avait un groupe d'entraide là, avec des gens qui revenaient là, souvent, sauf que là, bon, nos bénévoles ou nos gens qui étaient impliqués, bon, pour des raisons X, puis c'est bien correct, là, ils sont moins présents, ils ont moins le temps, ils ont moins d'énergie à investir là-dedans. Donc là, moi, je suis là vraiment pour remettre les choses sur pied. Ce qui est tannant, c'est qu'on est dans la période de pandémie, là, ça rend les choses un petit peu plus difficiles, mais le but, c'est de recruter des nouveaux membres, d'installer des activités, puis qu'on ait une récurrence, là, que les activités, il y en a une à tous les mois, à tous les 2 mois, à toutes les semaines, peu importe, là, vraiment que les gens sentent qu'on est là pour eux autres. On est là pour leur offrir des activités aussi qui vont faciliter leur vie, puis qui vont amplifier leur qualité de vie, dans le fond, là. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, que tu as fait le tour des pharmacies et des cabinets de médecins pour laisser la documentation pertinente. Là. Oui, absolument. Puis là, dans le fond, une des choses que je veux faire aussi, c'est de voir avec les autres organismes communautaires de la région, leur laisser des dépliants, tu sais, qu'on
qu'on puisse se référer entre organismes communautaires. Oui. Si, je ne sais pas, moi, dans un organisme, il y a quelqu'un qui va pour une raison X puis qui est atteint de fibro, puis l'intervenant se dit, ah, ben peut-être que tu pourrais aller rechercher de l'aide à l'association de fibromyalgie. Fait que là, c'est ma prochaine étape, là, c'est d'aller recogner aux organismes de la région pour leur dire, hey, on est là, puis on est en train de se remettre sur pied. Là. Ouais. Eh oui, et Ouais. ici même, au centre communautaire, Ouais. on a un présentoir où les gens mettent Ben oui, leurs c'est vrai. dépliants. Là. Exact. Alors, Ouais. il y a de la place sûrement pour la fibromyalgie. là. Parfait, c'est bien noté. Les gens qui nous écoutent, Oui. qui seraient intéressés, c'est tiens, un numéro de téléphone, là, le plus facile. Tu m'as dit tantôt 1-877 Oui. 387 Oui. 7379. Exactement. Alors, Oui. Luc va se faire un plaisir de l'indiquer là, Parfait. ici. Je le répète pareil, là. Oui. 1-877-387-7379. Oui. Ça, c'est un numéro sans frais. Oui, absolument. Puis les gens qui vont répondre, c'est à Sainte-Marie? Oui, exactement. C'est la directrice générale, Mme Dali Drouin, qui va répondre puis qui va référer aux besoins, soit à moi ou aux gens à qui elle doit référer. On a le site web aussi de l'association Fibromyalgie. Ah oui? Alors, c'est quoi ton site? C'est afrca.com, dans le fond. Vas-y doucement, là. Association Fibromyalgie, Oui. région Chaudière-Appalaches.com. Tout simplement. Ah bon, OK. Ouais. Alors, association fibromyalgie Chaudière-Appalaches.com. Exactement. Aussi simple que ça. Absolument. Parfait. Je ne sais pas si Luc va avoir eu le temps de le mettre. Là. Peut-être qu'on verra. Et ça coûte combien pour être membre de l'association de fibromyalgie Chaudière-Appalaches? C'est 20 $ par année. Puis ça donne accès, la plupart du temps, gratuitement ou à très faible coût à toutes les activités qu'on organise. Donc, c'est 20 $ par année pour avoir accès à une panoplie d'activités. Oui, bien, comme tu disais, là, vous faites du référencement, de l'accompagnement, de l'information, des conférences et tout ça. Exactement. C'est tout ça que ça comprend, le 20 $. Exactement. Puis même, on est en train de planifier une activité de Noël carrément pour divertir puis offrir un peu de répit aux gens avec Martin Savoie, qui est un conteur de la Beauce. Là, fait que ça va être sur le web, évidemment. Mais dans le fond, les gens qui sont membres vont avoir accès à ça gratuitement, dans le but de changer les idées puis d'offrir un peu de bon temps aux gens. Là. Ouais. Et là, habituellement, au mois d'avril, l'association, vous aviez un salon. Oui. Là, à cause de la pandémie, vous ne l'avez pas eu, Exactement. Oui, c'était le salon l'année passée qui devait avoir lieu en avril, qui n'a pas eu lieu malheureusement, mais c'est une activité qui normalement devrait reprendre son cours éventuellement. C'est un salon annuel au Centre Castel à Sainte-Marie avec une panoplie de conférenciers puis de kiosques vraiment pour que les gens atteints de fibro puissent venir chercher du réconfort, de l'information, des outils, tout ce qui peut les aider dans leur quotidien finalement. Bien, on se le souhaite, hein, Émilie? Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'agente de développement de l'Association de fibromyalgie Chaudière-Appalaches, Émilie Brousseau. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir la directrice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Claudia Huppé-Proulx. Bonjour. Bonjour, Claudia. Bonjour. Claudia a été ma tortionnaire aussi. Elle a déjà été ma directrice ou formatrice à l'Aquaforme, puis elle nous faisait bouger en maths. Es-tu toujours aussi en forme, Claudia? Oui, j'essaye. Bon, à cause de la pandémie, je n'ai pas besoin de te dire que les cours d'Aquaforme actuellement, c'est mollo. pour faire un jeu de mots, sont à l'eau. Alors, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, toi, tu es la directrice. Oui. Rappelle-moi, c'est quoi le Centre de pédiatrie sociale? Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est implanté depuis 2016 à Thetford. On est sous l'emblème de la fondation du docteur Julien, que les gens ont sûrement entendu à la radio ou vu à la télévision, le fameux pédiatre qui est très impliqué pour la cause des enfants en situation de vulnérabilité. Donc, nous, c'est ça. On dessert une clientèle 0-18 ans d'enfants en situation de vulnérabilité sur le territoire de la MRC des Appalaches, mais aussi, on étend un petit peu notre territoire à la Commission scolaire des Appalaches, maintenant le service scolaire des Appalaches. Donc, ça comprend, je pense, là, ça vient toucher Stratford, entre autres. Exact, Saint-Ferdinand. Saint-Ferdinand, oui, c'est ça. OK. Ouais. Parce que Saint-Ferdinand est dans la MRC de l'érable, alors que Stratford est dans la MRC du granit. Exactement. Mais le territoire de la commission scolaire, non, sans dire du centre scolaire des Appalaches, on n'est pas habitué, les inclut, eux autres. Oui, hein, exactement. Alors, vous êtes sur le territoire du centre scolaire? Oui. Ah bon, OK. Oui.
Vous avez une importante... c'est samedi qui vient, là? Oui. Vous avez une activité de financement, c'est annuel, ça, là. Oui, la fameuse guignolée du docteur Julien. On est maintenant 43 centres de pédiatrie sociale au Québec. Ah, il y a autant que ça? Oui, autant en ruralité qu'en milieu urbain. Et tout le monde participe cette journée-là, le 12 décembre prochain, ce qui est samedi, à la guignolée. Donc, le but, c'est de ramasser des sommes pour venir en aide directe aux enfants de la région, aux enfants en situation de vulnérabilité toujours. Nous, notre budget fonctionne vraiment sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers de la population générale, un tiers de la Fondation du docteur Julien et un tiers de donateurs privés. Donc, cette guignolée-là est extrêmement importante, voire essentielle pour nous pour aller chercher notre tiers annuellement. C'est un budget de combien à peu près par année? On tourne autour des 300 000 annuellement. 300 000 oui. Ça veut dire 100 000, tu parles d'un tiers, un tiers, là, on est rendu à 100 000. Oui. Il y a eu le tournoi de golf du maire de la ville de Thetford, là, ça a été lieu au mois de septembre cette année, et vous étiez un des organismes bénéficiaires, un peu comme la Corporation de développement communautaire, la Vigne, le Centre il y avait Don Rémy, et il y avait aussi la Fondation Pauline Grenier. Pauline Grenier, c'est ça. Alors, alors, vous avez reçu un montant qui vient... toucher le tiers que vous avez besoin. Exactement. Fait que toutes nos levées de fonds, entre autres, la guignolée, mais on a toujours un souper bénéfice annuel qu'on a monté en octobre et novembre dernier. Ce souper bénéfice-là, assurément, cette année, on ne l'a pas fait en présentiel. On l'a modulé, on a vendu des billets, mais ça a bien été. Fait que toutes ces levées de fonds-là, font partie du tiers, exactement, qu'on va chercher de la population générale. Puis la guignolée, ça vous rapporte... Parce que là, c'est pas la première année qu'il a guignolé du docteur Julien dans la région, puisque tu dis que le centre ici existe depuis 2016. Oui. Vous allez chercher à peu près combien de... C'est une dizaine de mille. Ah, une dizaine de mille, c'est important. Oui. Et de quelle façon que ça fonctionne habituellement? Là, je ne te demanderai pas pour cette année, parce que là, on est dans la pandémie et on ne sait plus. Là. Mais habituellement, les gens sont sollicités de quelle façon? Normalement, c'est sur certains coins de rue de la ville de Thetford, ainsi que dans certains commerces. Là. Assurément, cette année, ça va être différent. Cependant, on s'est assuré de respecter les mesures d'hygiène pour tous nos bénévoles, tous les participants, tous les donateurs. Mais on va être présent quand même ce 12 décembre-là. Restez à l'affût. Donc, c'est samedi là, qui vient? Là. Exact. OK. Oui. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 16h. De 10h à 16h. On va souhaiter du beau temps. Absolument. On mène des bonnes vies, on va avoir du beau temps. Ah bon, okay. On va apporter du soleil. Justement, là, la fameuse pandémie, là, on est pogné dans ça depuis la mi-mars. Est-ce que vous autres, au Centre de pédiatrie sociale, ça vous a touché? Pas à peu près. J'imagine que vous êtes un service essentiel. Vous autres, vous n'avez pas fermé pendant le confinement, là, mars-avril. Oui, on a été jugé essentiel par le gouvernement québécois, ce qui a fait qu'on n'a jamais fermé nos portes. On a adapté assurément nos services. Donc, présentement, malheureusement, les enfants du centre de pédiatrie ne peuvent pas venir nous dire coucou quand ils veulent. Les portes sont barrées, donc c'est simplement accès avec un rendez-vous médical pour venir voir le médecin et l'équipe multidisciplinaire. Cependant, certaines activités aussi ont été adaptées, donc on les fait dehors en respectant la distanciation sociale. On en profite pour éduquer aussi les ados, les jeunes sur pourquoi les mesures sont mises en place, puis de quelle manière on est capable de les respecter tout en ayant du plaisir. Oui. Mais effectivement, on a été touché par la pandémie, oui, en plusieurs adaptations, plusieurs vagues, comme tout le monde, mais on a vraiment, puis on le vit encore, une hausse de demande de services assez incroyable pour les enfants de la région. Ah oui? Oui. On a passé de quelques références par semaine et on les a quadruplées presque. Tant que ça? Oui, depuis le début de la pandémie. Puis on peut comprendre parce qu'on le vit tous. On est toutes... nos capacités d'adaptation ont été très sollicitées depuis le mois de mars, constamment. Puis l'être humain n'est pas fait pour avoir ses capacités d'adaptation clairement sollicitées sur une si longue période de temps. Donc, ça crée de l'anxiété, beaucoup de questionnements, de l'insécurité, de l'inconfort. Fait qu'on le ressent à travers les demandes qu'on reçoit. Oui, parce que là, on fait face à un ennemi.
puis on ne connaît pas ses forces, Exact. puis encore moins ses faiblesses pour l'attaquer. Oui, voilà. Donc, on danse sur des œufs, on marche sur des œufs, c'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Puis je donne toujours, je l'image toujours de la manière que les enfants, s'ils n'ont pas un parent solide, c'est le même principe que d'aller à un beau belvédère, s'accoter sur une clôture pour regarder le beau paysage. Si la clôture branle et pas solide, on ne s'accotera pas dessus. Ben, c'est la même chose pour les enfants. Si le parent lui-même vit de l'anxiété, vit de l'incertitude, il ne sera pas solide. Là. Donc, l'enfant va vivre la même chose que son parent. Quand tu parles que vous êtes là pour aider des enfants qui sont dans des phases de vulnérabilité, Oui. bien, vulnérabilité, ça ne veut pas dire des enfants battus Non. nécessairement. Non. Ça peut être ça, mais d'autres choses aussi. Absolument. La vulnérabilité est très large, un sens extrêmement large. Ça peut aller du faible cercle social pour les nouveaux arrivants. Ça peut être une barrière langagière. Ça peut être de la difficulté relationnelle. Ça peut être faible ressources monétaires. Ça prend toutes sortes de formes, mais nous, on fait la cueillette de données quand on reçoit des références pour s'assurer que l'enfant vit des situations de vulnérabilité et c'est là-dessus qu'on va agir. En 2016, quand le centre a ouvert, vous étiez au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Mais là, ça ne fait pas encore un an, mais vous êtes déménagé. Vous êtes toujours sur la rue Notre-Dame, mais à l'autre bout. À quel endroit êtes-vous situé maintenant? Exactement. On est maintenant anciennement Vélo Centre-Ville, donc au 228 rue Notre-Dame-Ouest. Passé le 7 Lac-Ouimod, on a le réseau Entraide Appalaches, nos partenaires, puis on est juste après, voisin de la radio. Oui, c'est vrai, du poste de radio, oui. Oui, fait qu'on on est rendu là. On a déménagé en février 2020. Puis c'est toujours dans le but d'être plus présent, plus près de la population, ce qui était aussi une demande de la Fondation du Dr Julien. Donc, on devait se rapprocher, être plus visible. Oui, avoir pignon sur rue. Hein, oui, je pense exactement. Ouais. Ouais. Mais là, tu me disais qu'actuellement, vous ne recevez que des enfants, ou en tout cas des gens, sur rendez-vous médical. Oui. Mais est-ce que les gens doivent téléphoner chez vous pour avoir un rendez-vous? Comment ça fonctionne? Nous, au Centre de pédiatrie sociale, on fonctionne par référence. Donc, une école, un centre de santé, un parent peut référer. Tout enfant qui juge pourrait bénéficier de nos services. Notre porte d'entrée est la clinique médicale. Quand on parle de clinique médicale, chez nous, on parle d'une table de concertation qui réunit tous les acteurs importants de la vie de l'enfant autour de la même table. Donc, que ce soit un grand-parent qui est très impliqué, que ce soit un intervenant CLSC ou DPJ, que ce soit l'école, tout le monde qui est impliqué dans la vie de cet enfant-là est invité autour de notre table. Et le but de cette table-là, c'est d'utiliser l'expertise médicale, l'expertise d'une infirmière, l'expertise psychosociale des travailleurs sociaux pour créer un plan d'intervention qui répond aux besoins de l'enfant, oui, mais qui est unique. Donc, que tout le monde travaille ensemble vers un but commun. Fait que c'est comme ça qu'on se démarque aussi. Oui, parce que la vulnérabilité de l'un n'est pas nécessairement la vulnérabilité de l'autre. Absolument pas. Donc, quand tu parles d'un programme unique, c'est un programme entièrement axé sur les besoins de l'enfant. Exactement ça. OK. Oui. Vous êtes combien au Centre de pédiatrie sociale pour répondre à ça, à ces demandes-là, à ces besoins-là? On est 8 présentement. Ah, vous êtes 8? Oui, il y a une équipe de gestion. Il y a l'équipe clinique, donc travailleurs sociaux, infirmières, médecins. Puis on a des éducateurs spécialisés aussi qui mettent en place des activités, un milieu de vie pour les enfants. Et tu me disais que vous travaillez beaucoup aussi en concertation avec d'autres organismes du milieu pour répondre aux besoins des enfants qui vont vous voir. Oui, exactement. On aime dire qu'on a une grande équipe. Notre équipe, c'est des partenaires aussi. Fait que oui, le milieu communautaire, réseau de la santé, les écoles. Mais l'important là-dedans, c'est de créer un filet de sécurité. Fait que c'est d'utiliser les forces de chacun pour venir aider, supporter l'enfant. Au centre de pédiatrie, on a aussi un volet juridique. Donc, on est chanceux d'être accompagné par un avocat médiateur qui peut répondre à certaines questions juridiques pour les enfants pour être sûr que leurs droits sont respectés. Donc, on travaille aussi avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Oui. Parce que quand on parle de vulnérabilité, s'il y a des enfants, des parents qui se divorcent ou qui se séparent. Possible. Alors là, l'enfant, lui, il est pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, dans certains cas, c'est ça. Dans certains cas. Ou dans certains cas, exemple,
des troubles graves de comportement. On essaie d'utiliser les droits de l'enfant pour trouver des solutions pour que l'enfant puisse être scolarisé, puisse recevoir les mêmes soins, les mêmes services qu'un enfant qui n'a pas les mêmes difficultés. Donc, oui. 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 Ben, ça revient au programme unique que vous avez à chacun des cas qui sont uniques. Et voilà, exactement. Okay. Alors, vous êtes 8 pour répondre à tous ces besoins-là. Vous recevez en moyenne, là, tu viens de dire que les signalements ont augmenté beaucoup en raison des conséquences de la pandémie, mais généralement, vous recevez à peu près combien d'enfants par année? Chez nous, ce n'est pas des signalements, là, c'est des références. Des références. On n'est vraiment pas comme le CLSC, on est deux entités. Présentement, dans nos services, on a 211 enfants et on a des références, des nouvelles références qui attendent pour être pris en charge. Donc, d'ici la fin de l'année, les quelques semaines qui restent, on va assurément tomber dans le 220 enfants. Bien, merci beaucoup, Claudia. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la directrice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Claudia Huppé-Proulx. Et moi, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.